Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce second webinaire sur la négociation, un webinaire qui est co-hosté par Incentive et MCR Sales and Leadership, deux structures qui sont engagées, tout comme notre invité d'ailleurs, Christophe Coppen aujourd'hui, sur l'amélioration de la performance commerciale des entreprises. Incentive, que vous connaissez avec sa formidable plateforme digitale, et MCR et Christophe qui, en dehors de leurs activités spécifiques, ont développé un programme commun dont nous parlerons à la fin. Christophe, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Christophe, nous recevions il y a 15 jours un autre géant de la négociation qui s'appelle Stewart Diamond et qui nous a donné quelques chiffres de la Banque mondiale qui nous ont interpellés. Il nous a dit que la France était un des pays au monde où le taux de conflictualité est le plus élevé. Il est plus haut que le Pakistan et on est au même niveau que le Rwanda. Donc autant dire, si tu veux, qu'on n'est pas un pays de négociateurs, on serait plutôt un pays de bagarreurs. Et on pense qu'avec cette crise économique qui est en train de se profiler, on peut largement imaginer que l'agressivité dans les négociations va monter encore un ton. Donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, on a besoin du regard éclairé d'un grand spécialiste comme toi. Et je pense que ton parcours professionnel démontre que tu as dû gérer des négociations qui sont particulièrement agressives ou en mode d'agressivité. Alors, pour mémoire, quand même, je voudrais rappeler à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, et merci d'être là. Juste à titre indicatif, je crois que vous êtes 1298 à vous être inscrits. Donc voilà, on va peut-être arriver à la barre des 500. Certains seront peut-être refusés, mais vous pourrez recevoir la vidéo après. Donc Christophe, pour mémoire, sur ton parcours, tu as eu une première carrière en tant qu'inspecteur de police judiciaire en groupe de répression du banditisme, puis en groupe criminel. À la suite de quoi, tu as passé 12 ans au RAID en qualité de commandant, chef de groupe de la gestion de crise et de la négociation. Et à ce titre, et je trouve que c'est particulièrement intéressant, tu as intervenu dans plus de 350 opérations avec des forcenés, des prises d'otages, des mutineries, du kidnapping, tant en France qu'à l'étranger. Et tu continues aujourd'hui, Christophe, de conseiller sur ces sujets et sur d'autres comme le management d'équipes, des grands entrepreneurs sur ces sujets qui sont extrêmement sensibles. Alors, je voudrais ajouter que sur les 350 opérations dont on parle, 80% ont été résolues grâce à la négociation. Donc, Christophe, je te passe la parole aujourd'hui. Comment on gère l'agressivité en négociation? C'est quoi les tips, ta vision sur ce sujet dans lequel tout le monde va arriver là, dans les mois qui viennent? Alors c'est vraiment un bon sujet, l'agressivité, parce que soit c'est quelque chose que l'on a éprouvé nous-mêmes, c'est possible, soit c'est quelque chose que nous redoutons. Ok, on n'aime pas les conflits, donc on n'aime pas se retrouver dans une situation où on est sous pression avec l'agressivité. Soit nous nous sentons démunis face à la violence. On a peur de nos réactions, peur de dysfonctionner, etc. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a là derrière, derrière cette question de l'agressivité. Nous le savons tous, pour pouvoir agir contre un phénomène, en fait, il faut déjà commencer par le comprendre. Donc on va rentrer dans le détail de ce qu'est l'agressivité. Au fond, c'est trois choses. C'est un mode de communication qui exprime des tensions qui sont réelles ou imaginaires et qui nourrit une stratégie ou des besoins qui sont plus ou moins conscients. Bon, je reviens sur tous ces aspects. C'est d'abord en effet un mode de communication. Ça veut dire en fait qu'il y a plusieurs déterminants là-dedans. Le premier, ça peut être un système de fonctionnement social, éducatif. Si je suis dans une famille où on a toujours bagarré pour pouvoir se faire entendre, manger à table, etc., ben mon schéma comportemental, familial, intime, d'accord, il sera donc sur un mode agressif. Et là, à ce moment-là, on dit que ce processus est identitaire chez une personne. Donc, c'est intéressant de regarder en quoi, en quelque sorte, un mode de communication identitaire peut produire systématiquement, en fait, de l'agressivité. Deuxièmement, ça peut être un échec à la résolution verbale d'une situation de tension. On le sait bien, quand les mots sont impuissants, c'est le corps qui parle en se substituant. On dit parfois, on fait parler ses poings, etc. Bon. Troisièmement, ça peut être la preuve d'une défaillance cognitive de l'agresseur. On a des individus, parfois, qui sont bornés, têtus. Pour d'autres fois, ce sont des intelligences qui sont frustres.
ok, mais ça peut être également un faible stock idéique, donc la personne n'arrive pas à aligner correctement les idées, ou un faible stock sémantique, c'est-à-dire qu'elle a un vocabulaire très pauvre, et donc comme elle ne sait pas s'exprimer, elle n'a pas le moyen de s'exprimer correctement, de manière sophistiquée, eh bien à ce moment-là, elle utilise l'agressivité qui, au fond, est un mode de défouloir. Ça peut être également le fait d'une personne qui a une origine étrangère. Alors là, à ce moment-là, il y aura défaut de maîtrise de la langue locale, mais ça peut être également un système de fonctionnement culturel. On prend l'exemple des Allemands, des Russes, des Polonais, etc. Ce sont des gens qui donnent l'impression immédiate, en fait, d'un désaccord ou d'un conflit. En fait, c'est un mode introductif à la négociation qui signifie on va bagarrer sur le sujet. Nous, on prend ça pour de l'agressivité, alors qu'en fait, c'est une manière de parler. Donc, on voit bien que c'est avant tout l'agressivité, un mode de communication. Ensuite, il exprime des tensions. Ces tensions, elles peuvent être réelles ou imaginaires. Les tensions réelles, c'est quoi? C'est un débordement pulsionnel, émotionnel. Donc en fait, il est chimico-hormonal. C'est une cascade d'hormones, dont l'adrénaline, hein, qu'on met souvent en cause dans l'agressivité, dans la violence, qui mobilise le corps en fait pour deux choses, la lutte, la survie. Donc ça veut dire que c'est peu maîtrisable. Euh, on le subit réellement parce que tout simplement, il y a cette espèce de cocktail qui se produit dans notre corps et on a du mal en fait à le réguler. Ça peut être également donc une tension qui est imaginaire. Et là, j'ai pris, pardonnez-moi, je lis un tout petit texte de Sénèque dans son traité sur la colère, des Ira, okay, qui expliquait souvent, dira-t-on, l'homme s'irrite non contre des gens qui lui font du tort, mais qui doivent lui en faire. Preuve que la colère ne vient pas uniquement de l'offense. Oui, sans doute, le pressentiment du mal irrite, mais c'est que l'intention est déjà une injure et que la méditer, c'est déjà l'avoir commise. Donc, en fait, ce que nous rappelle Sénèque, c'est qu'on n'a pas besoin que l'agressivité vienne de quelque chose qui réellement a blessé sur une action préalable. Ça peut être également quelque chose donc que l'on redoute. Et donc, à ce moment-là, l'agressivité est une manière de se protéger contre ce que l'on redoute. Donc, on a dit, c'est un mode de communication qui exprime des tensions réelles ou imaginaires et qui va nourrir, en fait, une stratégie plus ou moins consciente. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette stratégie? Possiblement de la vengeance. Régler des conflits antérieurs qui sont non purgés. Alors, il y en a une multitude dans l'histoire. Hein, les coups bas qui sont liés, l'agressivité liée justement à des règlements de compte est terrible. Je vous renvoie à Clovis, 486 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il fracasse le crâne d'un de ses soldats, tout simplement parce que lors du siège de Soissons, eh bien, il y a eu un partage donc qui a été donc au désavantage de de l'intention de Clovis, et donc il va se venger à Reims sur un autre saccage là-dessus. Donc la vengeance, l'agressivité dans un souci de vengeance est souvent présente. Autre possibilité, ça peut être de l'intimidation. Et là, à ce moment-là, est-ce que l'on a affaire à un scénario de démonstration de force? C'est intéressant quand l'on a, en fait, quand on arrive à identifier, en fait, que on a en face de nous quelqu'un qui est coutumier de cette pratique. Est-ce que c'est une posture, une signature comportementale, posturale? Et là, à ce moment-là, on sait que certaines personnes sont coutumières du fait. Dans l'histoire récente, il y avait un personnage célèbre qui était une terreur pour les journalistes, c'était Georges Marchais, qui était le leader du Parti communiste français. Eh bien, l'intimidation qu'il avait systématiquement dans chacune de ses prises de parole était quelque chose donc qui était réputé. Et donc voilà, ça peut être donc une stratégie consciente cette fois-ci pour arriver donc à prendre le lead sur son interlocuteur. Ça peut être également un moyen de domination pure. C'est-à-dire là, cette fois-ci, c'est fait pour humilier, faire taire, rabaisser, soumettre. Okay, c'est pas forcément lié d'ailleurs à un complexe de supériorité, mais c'est vraiment quelque chose donc qui comprend un certain degré de perversité. Ça peut être également une stratégie d'évacuation, et c'est très souvent d'ailleurs le cas, d'un trop-plein d'émotions négatives. On le sait bien, la haine, la fureur, la frustration, la révolte, l'humiliation, etc. Ce sont des refus, tout ça. Ce sont des refus qui sont extrêmement violents. Violents parce qu'on les ressent. Donc, ce sont des violences exprimées également. Et puis, pour finir, on l'a vu un petit peu avec Sénèque, c'est de la défense préventive aussi. La meilleure défense, c'est l'attaque, on le sait bien. Et là, à ce moment-là, le moteur à tout ça, c'est souvent la peur. Peur d'être faible, peur du savoir adverse, etc.
peur de perdre du temps, enfin bon voilà. Tout ça, c'est ce qui explique que c'est une stratégie plus ou moins consciente. Alors, pour prévoir une stratégie de réponse à cette agressivité, on doit commencer par se poser en fait 4 questions. La première des questions, c'est est-ce que l'agressivité est une posture impulsive ou une posture utilitaire, c'est-à-dire manipulatoire? Quand elle est impulsive, ce sont les émotions réelles, sincères en fait, qui s'expriment. La réaction d'agressivité, elle est subie. Les tensions nécessitent donc un exutoire. C'est aussi un mode de réponse en fait que l'on peut dire par défaut, faute d'autres solutions plus adaptées, plus appropriées, etc., ou plus pacifiques. Bien. Mais ça peut être également une posture volontaire, utilitaire. Et là, à ce moment-là, on dit qu'elle est manipulatoire. C'est une tactique faisant l'objet d'un plan raisonné qui est voulu par celui qui en use, qui en joue. Bien. Deuxième question à se poser, cette agressivité, elle est issue de quoi? D'une colère qui est froide ou d'une colère qui est chaude? C'est pas anodin de se poser cette question parce que nos réponses, en fait, vont en fonction de est-ce que c'est quelque chose qui est ruminé, ou est-ce que c'est quelque chose qui est spontané, va avoir bien sûr un mode de réponse différent. Donc, dans la colère froide, c'est quoi la colère froide? Elle sert alors à afficher du mépris, du dédain, etc., parfois à humilier, à ridiculiser l'interlocuteur. Elle est en règle générale bien construite et elle est en général redoutable. Donc, elle frappe souvent en nous prenant en plus à l'improviste. On ne l'a pas vu venir, cette colère-là, cette agressivité-là. La colère chaude, elle, c'est un processus crescendo qui va couver, qui va s'enflammer à la première étincelle, à la première excuse. En fait, c'est un emballement irraisonné, mais surtout irrépressible. C'est-à-dire, on va s'en vouloir après. On entend souvent les gens dire les mots ont dépassé ma pensée. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la réflexion se fait après coup, après donc avoir réagi. On parle également de ronger son frein ou de prendre sur nous. Et on voit à ce moment-là que la colère est donc un poids qui écrase, qui vient mettre une pression terrible sur les épaules de la personne qui l'a subie. Et puis vient derrière le coup de sang. On voit rouge. Et là, à ce moment-là, eh bien, ce sont les hormones de combat qui sont libérées massivement dans le flux sanguin. La troisième question qu'on se pose, que l'on doit se poser, pourquoi cette agressivité sur moi, au fond? Suis-je personnellement l'objet de l'agressivité ou de la colère? Elle peut s'abattre sur moi pour plein de raisons. Grosso modo, il y en a 4. Elle s'abat sur moi parce que je suis en cause, parce que je suis à l'origine d'une faute, d'un acte, d'un propos, etc., d'une action, donc tout ça qui va provoquer la colère chez l'interlocuteur. Deuxième possibilité, parce que je suis le représentant d'un système qui est attaqué. Par exemple, je suis le banquier et donc, en tant que banquier, je représente la banque. Et donc, l'agressivité va se porter sur moi en tant que banquier. Troisième possibilité, parce que je m'interpose dans un conflit. Alors, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais pour ceux que ça intéresse, allez voir un petit peu ce qu'il y a dans le triangle de Cartman, ok? Avec un agresseur, un agressé, donc une victime, etc., et puis un sauveur. Eh bien, parfois, on a un phénomène de glissement qui se produit et celui qui était sauveur est perçu ensuite comme un agresseur, etc. Donc, quand on s'interpose dans un conflit, il faut savoir que on peut à ce moment-là ramasser sur soi l'agressivité en fait qui était tournée auparavant sur quelqu'un d'autre. Et puis, dernière hypothèse, je suis le seul présent. Voilà, pas de chance, je suis là, il n'y a plus personne d'autre et donc j'en prends plein la figure. Quatrième question que l'on doit se poser, est-ce qu'il y a un déclencheur ou des catalyseurs en fait à l'agressivité? C'est-à-dire, grosso modo, quelles sont les origines et le sens de ces tensions? Est-ce qu'elles sont justifiées ou est-ce que ce sont des prétextes? Est-ce qu'elles sont en réaction à un événement déclencheur ou est-ce que c'est un processus d'accélération en fait qui se produit? Et donc, si on repère qu'il y a des catalyseurs, ces catalyseurs, un petit acronyme, CASH, C-A-S-H, le contexte, les acteurs, les suites, l'historique. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est un contexte actuel qui est difficile. C'est une multitude de choses donc qui se produisent et qui vont provoquer justement de l'agressivité parce que tout est dangereux. Ensuite, les acteurs. Les acteurs, ceux qui sont présents dans la négociation, parfois ceux qui sont absents de la négociation qui auraient dû être là, d'accord? Et donc, du coup, ça fait monter l'agressivité. Est-ce que ce sont des gens qui perturbent, etc.? Bon, souvent, c'est le cas. Je dois aussi me poser la question de moi. Est-ce que je ne suis pas moi-même générateur d'agressivité de la part des gens qui sont en face de moi?
Donc, c'est une hypothèse, j'ai la nécessité de me poser cette question. Le S, c'est poursuite, c'est-à-dire les enjeux, les conséquences de cette négociation. Ça peut être des conséquences donc qui sont génératrices d'un très fort niveau de tension, donc d'un très fort stress, ok, risque financier, risque d'image, de jurisprudence, etc., pour des négociations futures, dépôt de bilan, enfin tout ce que l'on peut imaginer. Donc tout ça, en effet, peut créer de l'agressivité, et cette agressivité-là, en fait, elle est donc avec des catalyseurs donc, qui l'aggravent. Et puis, je vous disais pour finir, l'historique. L'historique des relations, on n'y pense pas souvent, pas assez peut-être, mais quand il y a eu un passé douloureux ou qui a joué défavorablement, ben, à ce moment-là, c'est compliqué. On rame en fait, en quelque sorte, donc pour ramener une meilleure relation. Donc souvent, on avait fini avec de l'agressivité, on reprend avec de l'agressivité une négociation nouvelle. Voilà. Pareil, de la même manière, si jamais on est sur du one shot, extrêmement dangereux parce que là, à ce moment-là, les gens se retiennent peu, beaucoup moins. Alors, donc, posons-nous toutes ces questions afin de comprendre quelle stratégie envisager. Alors, quels sont les accélérateurs d'agressivité qui sont communément admis? Il y en a plusieurs. Il faut les avoir en tête. D'abord, la première, le premier accélérateur, c'est la provocation, l'ironie, l'humiliation. Bien évidemment, quand on provoque la partie adverse, on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc ça, déjà, on doit se poser la question de savoir si c'est le moment de fanfaronner. Ensuite, la contagion périphérique des tiers ou à des tiers. Euh, C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est énervé en face de nous, il y a un processus miroir qui se produit, et puis on peut avoir avec nous donc des gens qui donc s'excitent. Alors nous, on arrive à maîtriser nos émotions, et en revanche, à côté, ils n'y arrivent pas du tout. Ou alors, la discussion va faire que des tiers extérieurs vont rentrer, en fait, vouloir rentrer dans la discussion, dans la négociation, et donc arrivent avec un niveau donc où ils sont montés en intensité, et ça va aggraver les choses. Autre accélérateur possible, la mauvaise foi et le mensonge. Et alors, s'il vous plaît, gardez bien une chose en tête. Le mensonge est la pire des choses à faire en matière de négociation. Je sais bien que c'est tentant. On ment pour plein de raisons et plein de mauvaises raisons, souvent par omission, etc. Mais il faut savoir que menteur une fois, menteur tout le temps. Donc, s'il y a une chose à bannir en matière de négociation, parce que ça crée une défiance terrible entre les interlocuteurs, c'est véritablement le mensonge. Autre accélérateur, le déni de la crise ou du conflit. C'est-à-dire que l'autre en face fait tout pour me montrer qu'on est en désaccord, et moi je fais tout pour essayer en fait de rassurer, de dire non, non, pas du tout, il n'y a pas de crise entre nous, etc. Mais si, il faut reconnaître les choses. S'il y a une crise, il y a une crise, point. Cet état de fait, en fait, est intéressant à mettre sur la table. C'est une reconnaissance qui apaise, en fait. Autre accélérateur possible, l'absence de reconnaissance de l'état émotionnel adverse. La personne n'est pas contente, on fait semblant parce qu'on a peur des conséquences, on fait semblant en fait de ne pas voir qu'elle n'est pas contente. J'y reviendrai d'ailleurs parce que c'est intéressant cet aspect. Euh, Autre accélérateur, l'effet miroir, l'escalade narcissique. Monsieur, on ne me parle pas comme ça, mais je ne vous ai pas parlé mal, et puis vous prenez les choses sous un autre ton, etc., etc. Et donc ça monte crescendo, et là, à ce moment-là, bien sûr, c'est un fort accélérateur. Et puis, on peut également voir un qui est terrible. D'ailleurs, quand on fait des études de victimologie ou de criminologie, quand on est policier, c'est une des premières choses que l'on va voir. La faiblesse, la lâcheté et la fuite. Ce sont des accélérateurs parce que c'est incitateur, en fait, sur la partie adverse, à attaquer systématiquement. Donc, ça donne du grain à moudre, ok, à la partie qui nous agresse. Alors, avant qu'on aille sur les conseils, parce que ce que je ferai dans un second temps, je partagerai avec vous une quinzaine en fait d'outils facilitateurs et avant de répondre à vos questions. Mais pensez bien une chose. Le premier élément facilitateur pour gérer une telle situation d'agressivité, c'est agir sur soi. Nous l'avons vu. Il faut comprendre objectivement le mobile, l'intention de l'agresseur. Donc pour ça, on écoute le sens de ce qui est exprimé. Je réfrène mon envie en fait de me justifier. Je réfrène mon envie d'intervenir pour essayer de calmer les choses. J'écoute dans un premier temps. Ensuite, il faut réfléchir vite. Hein, parce qu'à partir de la découverte de l'agressivité, je sais
Je sais qu'il va y avoir des éléments qui vont donc perturber ou aggraver la situation. Donc, je cherche tout de suite quels sont les éléments qui sont présents et qui ont pu constituer un élément déclencheur. Et ensuite, je regarde sur les éléments passés. Si je ne trouve pas tout de suite, si c'est pas une faute de ma part, etc., ou un élément qui est hors de mon champ d'action, okay, je vais voir en fait s'il y a quelque chose d'autre auparavant. Et je n'hésite pas en plus à le partager avec la personne qui est en face, qui est agressive. Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que tout d'un coup on soit à ce degré d'agressivité? Il s'est passé quoi? Rappelez-moi les choses s'il vous plaît, parce que je vois pas en quoi on a besoin là, de se taper dessus. Pensez bien également à prendre une expression faciale et un discours qui soit bienveillant. Ça se voit. Et je peux vous assurer qu'en fait, ça influence les neurones miroirs de l'interlocuteur. Ça incite à une forme de réciprocité. Là, c'est pas le sujet, les neurones miroirs, mais comprenons bien que l'autre fonctionne beaucoup avec ce qu'on lui donne à fonctionner. Ok? Bien. Deuxième principe pour agir sur soi, on tente de maîtriser l'intensité de nos émotions spontanées. Là encore, Sénèque disait, l'important n'est pas la manière dont l'injure est faite, mais celle dont elle est supportée. C'est donc en fait l'impact qu'aura l'agressivité qui dira si elle a atteint son but déstabilisateur ou non. Donc, je dois me répéter un petit peu comme un mantra. Je reste calme. J'essaye de ne pas prendre cette attaque pour moi. Je ne suis pas la cible. C'est de la pure provocation, etc. Bien. Je peux même esquisser un mouvement de menton qui dit oui. Hein. Un oui qui veut dire ok, je vous écoute. Ok, je comprends. Très bien. Et enfin, respirer. Je vous assure, on a dans les unités d'intervention mis en place ce que l'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel. C'est-à-dire, on n'oublie pas certaines choses qui sont très bonnes en fait pour réguler notre écosystème interne lorsque l'on est en opération, lorsque l'on est sous pression. La respiration est fondamentale. Quand on est donc stressé par le comportement adverse, il y a un choc donc qui nous place littéralement en apnée. Donc il faut faire cet effort conscient d'aller respirer à fond pour pouvoir donc être sûr de pouvoir retrouver un tout petit peu de lucidité là-dessus. Bien, commençons par regarder ce qui correspond à l'agressivité utilitaire. Je vous ai dit manipulatoire tout à l'heure, tactique. Comment est-ce que l'on peut réagir à ça? En fait, il y a trois grandes stratégies qui sont à l'origine de cette forme de manipulation. La première, la personne en face cherche à nous perturber, à nous déstabiliser. Il veut choquer notre éducation, nos codes. Il veut dérégler nos plans, notre discours. Il veut que l'on perde en fait la cohérence de notre stratégie. Toute rupture peut me ramener à la case départ. Il faut bien en avoir conscience. Donc, à chaque fois qu'il va nous déstabiliser, il peut créer cette fameuse rupture qui fait que ça peut justifier, par exemple, le changement d'interlocuteur ou différer l'entrevue, etc. Donc, ça casse notre plan. Donc, ça, c'est la perturbation. Deuxième stratégie, nous faire sortir de nos gonds. Quel meilleur moyen pour prouver que l'on dysfonctionne que de nous pousser à la faute, par effet miroir bien évidemment, et du coup de pouvoir renverser la culpabilité du dérapage, nous disqualifier, nous décrédibiliser, etc., servir éventuellement de prétexte, d'allume-feu pour alimenter le conflit, ou justifier en fait un désaccord qui serait difficilement justifiable sans ce conflit. Troisième stratégie, servir d'alibi pour briller. The king of the castle. Nous blesser narcissiquement, nous humilier, en rabaissant donc la personne. En nous rabaissant, en fait, l'agresseur trouve une tribune pour pouvoir fanfaronner. On appelle cette technique d'ailleurs une attaque ad hominem. Okay, et elle est faite véritablement pour vexer. Alors, dans le rap, hein, on trouve ces types de joutes verbales qu'on appelle des clashs. Okay, c'est très à la mode, mais c'est un véritable combat. Et parfois, je peux vous assurer, pas de pitié. L'agressivité sert également à prouver la domination physique ou intellectuelle ou à satisfaire l'arrogance ou la vanité en fait de celui donc qui va la pratiquer. C'est parfois aussi un alibi pour un défouloir à peu de frais. Alors, il faut bien comprendre une chose, il y a des indices qui nous permettent de comprendre que c'est du bluff. D'abord, le manque de congruence entre les trois modes de communication. Vous savez qu'en matière de communication, il y a le verbal, le paraverbal, le non-verbal. Le verbal, ce que je dis, les mots que j'utilise, la langue sophistiquée ou non, le français ou une autre langue, etc., etc. Bien. Verbal, très peu d'effet en fait sur l'influence. Le paraverbal,
Grosso modo, c'est les tonalités, la prosodie, la musicalité qu'il peut y avoir dans les paroles, les intonations, etc., les variations, les silences, etc. Tout ça, ça influence quand même beaucoup, à peu près 35% de l'efficacité du message. Mais ce qui va compter surtout, c'est les signaux, ce qu'on appelle les marqueurs faciaux, ok, c'est la distance que l'on a avec l'interlocuteur, c'est la gestuelle que l'on va utiliser, etc. Le statut que l'on a, la manière dont on est habillé, la distance sociale, etc. Toutes ces choses-là. Tout ça, c'est du non-verbal. Et ces choses-là vont influencer énormément. Eh bien, quand on a un manque de congruence entre ces trois modes-là, la personne dit qu'elle est énervée, la manière dont elle fonctionne, les indices qu'elle me donne, ok, j'ai pas du tout l'impression qu'elle est énervée. Et là, à ce moment-là, je dois me dire, c'est du bluff. On le sait, hein, la colère et la joie, ce sont des émotions qui sont sincères. Ce sont des émotions que l'on appelle expressives, avec des marqueurs faciaux qui sont universels. Vous pouvez prendre n'importe quel pays, culture et autres, etc. On retrouvera toujours ces choses-là qui sont vraiment universel, tout simplement parce qu'on prend par exemple la colère, lorsqu'il y a des dilatations de la narine, bah, c'est fait pour rentrer plus d'air. Ben, quel que soit le pays, la culture ou autre, etc., bah, ce phénomène-là est physiologique. Alors je vous renvoie sur les travaux de Paul Ekman là-dessus, hein, sur les 6 émotions de base, en fait il est passé à 16 derrière, mais ce qui est intéressant c'est les 6 de base parce qu'elles sont vraiment universelles, la joie, la colère, la peur, la tristesse, dégoût, surprise, etc. Bien. Autre indice qui dit que c'est un bluff, eh ben, c'est quand cette agressivité est surjouée, lorsqu'elle est disproportionnée ou lorsqu'elle s'exprime en fait sans raison objective. Et là, on voit qu'il y a recherche d'excuses pour attaquer, donc on a sûrement affaire à une manipulation. Bien. Comment est-ce que l'on peut combattre cette agressivité manipulatoire? Parce qu'elle est dérangeante. Donc, on peut d'abord se poser légitimement la question, est-ce qu'il faut répondre? Et est-ce qu'il faut répondre de suite? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Quel est le risque d'escalade ou le risque pour notre réputation là-dedans? Bah, s'il n'y en a pas énormément, je peux peut-être différer. Donc, est-ce que je réponds de suite, spontanément, peut-être d'ailleurs à côté de la plaque, ou est-ce que je diffère? Si je diffère, c'est intéressant parce que, en fait, j'aurai une réponse qui sera beaucoup plus préparée, éventuellement juridique, médiatique. Je communiquerai avant, je ferai un effet d'annonce, public, etc. Je pourrais préparer les esprits. Bien. Donc, on peut se poser la question que sur une situation de bluff, ça peut être pas mal, en fait, de différer la réponse. On peut également se taire. Alors, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise parce que trop souvent, j'ai vu que les gens qui se taisaient, c'était un prétexte pour la partie adverse, en fait, pour ce qui est une escalade violente, un lynchage verbal. Donc, j'aime bien quand même, c'est mon côté combattant, j'aime bien quand même, ok, que ça bagarre, que ça répond. Voilà. En revanche, on peut adapter notre réponse en gardant en tête plusieurs choix. Le dédain, le détournement, le recadrage et l'humour. Le dédain, c'est quoi? C'est un dédain qui est assumé. C'est différent de la lâcheté, hein, ok? C'est par exemple dire je ne m'abaisserai pas à vous répondre. C'est grotesque, ok? Mais vous vous entendez, franchement, voilà typiquement une réaction de dédain assumé. Ça peut être également le détournement. C'est de dire à la personne, je lis parfaitement dans votre jeu, personne n'est dupe de ce que vous cherchez à faire avec vos propos ambigus. Typiquement, donc, une réponse donc, qui doit faire stopper net la manipulation. Le recadrage. Le recadrage, c'est un des meilleurs, un des meilleurs essais que l'on doit avoir. C'est le fait de dire, par exemple, ce type de propos me dérange. Alors, on n'attaque jamais la personne, on attaque toujours les comportements ou ce qui ressort. Mais c'est de dire, donc, ce type de propos me dérange. Pourquoi? Parce que souvent, la personne en face, qui est agressive, ne se rend pas compte à quel point elle est agressive. Donc, à partir de ce moment-là, il faut l'éclairer. Il faut lui dire, oh, oh, attention, vous vous rendez pas compte le niveau d'agressivité que vous avez, et donc elle peut réviser son comportement. Et puis le dernier, alors c'est l'apanage des hommes politiques, etc. Voilà, c'est l'humour, hein, le second degré, le bon mot, la réplique cinglante, ironique, etc. Bon, prudence. Prudence. Alors, quand on a beaucoup de talent, quand on a un vrai orateur, bah, c'est formidable. Quand on a un esprit très agile également, c'est formidable. Il ne faut pas faire un flop. Donc, prudence. La dernière chose, c'est que on peut au fond ne pas céder à une démonstration d'intimidation, donc à une agressivité manipulatoire.
On trouve cette situation similaire avec les menaces que doivent gérer les négociateurs d'unités d'intervention. Lorsqu'ils sont confrontés, en fait, sur les prises d'otages, à des ultimatums. L'ultimatum, vous savez, c'est une menace de violence sous condition et avec une limite de temps. Alors, nous, ce qu'on fait, on évalue rapidement les risques. Bien, lorsque l'on pressent que c'est du bluff, on ne cède pas. On ne se montre pas impressionné. Ça va déstabiliser l'adversaire. Tout simplement parce qu'on le prive en fait d'un levier de pression manipulatoire. Si je voulais l'imager, c'est comme s'il nous braquait avec une arme que l'on sait être vide. Il cherche à faire un transfert de responsabilité, il veut rejeter la faute de l'échec sur nous, donc on doit lui dire que personne n'est dupe de cette manœuvre. Si c'est lui qui fait déraper la situation, il devra assumer. Donc, on peut ne pas céder également donc à cette tentation qu'a l'autre d'utiliser donc la manipulation pour nous déstabiliser. Bien, maintenant tentons de comprendre l'agressivité pulsionnelle, celle qui est subie, celle qui est la plus instinctive, explosive, caractérielle presque. Elle a 4 principaux objectifs. Le premier, communiquer, parce que c'est un mode de communication, on l'a vu. La tension, l'agressivité, c'est un mode de communication, une façon de se faire entendre, par échec des mots, de la raison, de l'écoute mutuelle, etc. Bien. Deuxièmement, c'est pour libérer un trop-plein d'émotions, de tensions, on l'a vu également. Troisièmement, exprimer son désaccord, son mécontentement, sa colère, son offense. Grosso modo, c'est une manière de manifester son refus. Et puis quatrièmement, c'est pour montrer son ascendant ou pour prévenir une prise d'ascendant adverse ou la perte de notre ascendant. Hein. On retrouve le vieil adage tactique, la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, les indices, cette fois-ci, qui nous permettent de comprendre qu'il s'agit d'une émotion sincère, pulsionnelle, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est la congruence, par exemple, entre les 3 modes de communication. Par exemple, on va voir une agitation très importante. On va voir des gestes parasites. Il y aura des silences très importants. On verra le verrouillage agressif du regard de la personne qui est en face. Okay? Toutes ces choses-là, c'est de la congruence. Ensuite, l'agressivité humaine passe par des marqueurs physiologiques, on l'a dit, qui sont repérables. Il y a de la tachycardie, de la transpiration, ça peut être des rougeurs ou de la pâleur, etc. On voit de la tétanie musculaire, des gens totalement crispés, raidis sur leur chaise, etc. Donc tout ça, ça donne en fait de la réalité en fait à l'émotion subie. Et puis en amont, il a pu y avoir une faute en fait qui était identifiable. Des sujets de conflits anciens qui n'ont pas été purgés, qui ressurgissent, ou un élément déclencheur évident en fait qui n'a pas été traité la plupart du temps, de peur qu'il pollue les débats. Bien, autre indice, l'agresseur légitime sa montée en pression en faisant les questions et les réponses. Alors là, vous pouvez être sûr que quand il s'excite et invente de fausses vérités, extrapolation, on est vraiment dans de l'agressivité sincère. Bien. Maintenant, on en arrive à 15 conseils, grosso modo, à mettre dans votre boîte à outils. C'est important que vous partiez avec quelque chose. Bien. D'abord, s'intéresser réellement à la problématique de l'autre et non chercher à tout prix, en fait, à résoudre notre problème à nous. Alors, au RAID, j'avais au tout début, quand j'ai commencé ma carrière, cette interrogation avec les primos intervenants. Les primos intervenants, c'est les premiers policiers qui arrivent sur les lieux, qui sont la plupart du temps eux aussi des officiers, etc., ou des commissaires, et qui tentent de prendre contact avec l'individu pour essayer de le faire poser son fusil, par exemple, et libérer ses otages. Et je me disais, mais comment se fait-il que ça ne marche pas avec eux et que ça marche avec nous? C'est pas simplement parce que c'est le raid. Le type, il n'est pas impressionné, il veut tuer tout le monde. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a pourtant, les primos intervenants et moi-même, exactement la même chose à notre disposition. Le même code pénal, la même intelligence, d'accord, rationalité, le bon sens, etc. Pour certains, un petit peu plus de charisme que d'autres, très bien. Mais pour autant, pourquoi ça ne marchait pas avec eux? Tout simplement parce qu'en fait, ils cherchaient à résoudre leurs problèmes en tant que policiers. Leur problème, c'est arriver à convaincre le gars de poser son fusil, de libérer ses otages. Mais c'est pas ça la problématique du gars qui est retranché en face. Sa problématique à lui, il veut que l'on s'occupe de son affaire. Il veut que l'on trouve des solutions à son affaire. Il veut donc que on s'intéresse réellement à la problématique qui est la sienne. Donc, si je veux être efficace, je fais ventiler les émotions. Je parle moins que mon interlocuteur. Super important. J'écoute, ok? Et je cherche pas à placer mon discours à tout prix. Patience, patience, mon tour viendra. Deuxième conseil, chacun sa vision du monde.
Ben, la mienne n'est pas forcément la plus correcte. J'ai pas forcément raison sur tout, l'autre n'a pas forcément tort sur tout, etc. Il y a donc forcément une zone d'accord possible. Voilà. Potentiellement, si je pars avec cette idée que l'on a potentiellement une zone d'accord possible, je peux en trouver une. Troisième outil, attention aux préjugés et aux a priori qui provoquent des points aveugles, notamment lorsqu'il y a des cultures différentes. Okay, on a du mal à se comprendre car on a des croyances et des pratiques différentes. Alors là, attention, parce que les choses ne sont pas, on va dire, verrouillées sur les mêmes évidences. Donc, on peut vouloir exprimer quelque chose et en fait donner l'impression de tout son contraire à notre interlocuteur. Par exemple, dans le monde asiatique, c'est de réputation, ok, pour les gens qui négocient, alors c'est très large et très divers, hein, bien sûr, le monde asiatique, mais on dit souvent, par exemple, que un Chinois qui vous dit oui dans une négociation, ça ne veut pas dire oui, ça veut dire politesse, je vous écoute, ok, c'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas du tout une validation de ce qu'on est en train de raconter. Donc attention à nos préjugés. On doit toujours se dire quel est le cadre de référence de la personne en face et est-ce que je l'ai compris ou est-ce que quelqu'un, quelque part, va pouvoir me renseigner dessus. Bien, quand j'ai quelqu'un d'agressif, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, ok, un russe, bah, il n'est pas agressif en fait. D'accord. Donc attention à nos préjugés. Quatrième donc, outil, faites un effort de neutralité et d'écoute, je vous assure. Vous deviendrez alors un interlocuteur perçu comme empathique, bienveillant, donc un interlocuteur utile. Cinquième sujet, observez la situation conflictuelle et essayez de l'objectiver. Quel intérêt aurais-je à m'énerver en retour? Pourquoi tomber en fait dans un tel piège? Je dois me poser cette question. Et je dois toujours l'avoir en tête parce que, au fond, je peux subir mes émotions, me laisser aller, ou je peux objectiver les choses en me disant, oh, c'est bien, on discute, on débat, très bien, on avance donc. Sixième conseil, en fonction du profil agressif que je vais avoir en face de moi, eh ben, j'ai intérêt à choisir subtilement mes équipiers. Je ne vais pas mettre, par exemple, un collègue qui est sanguin face à déjà quelqu'un que je sais être sanguin. Okay. Donc, je fais très attention à qui j'ai avec moi. Je fais très attention de savoir si je suis également le bon interlocuteur pour ce round ou pour cette négociation. Si je suis très à fleur de peau sur la manière dont on parle et que j'ai en face de moi quelqu'un qui est extrêmement agressif, je ne suis pas forcément le bon interlocuteur. Il faut se poser la question. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, si jamais on y va, briefing en amont avec l'équipe pour rappeler les nécessités de calme et que chacun surtout sache le rôle qu'il doit jouer. D'accord? Donc ça, c'était le sixième conseil. Le septième, sachez que le cerveau humain focalise prioritairement sur les choses négatives. Donc, je dois me forcer à positiver. Je dois chercher ce sur quoi nous sommes d'accord. Avons-nous un objectif commun partagé? Par exemple, nous être assis autour de la table. Être d'accord pour nous voir, pour discuter, etc. Poser les vieilles querelles sur la table, etc. Bon, ça n'a pas besoin d'être ambitieux, hein, c'est juste un premier pas. Donc, je dois chercher à être positif systématiquement dans mes négociations. Et donc, l'agressivité en face, je ne travaille pas en me disant, oh là là, c'est problématique pour moi, parce que ça, je vais le voir tout de suite, ok? Mais je vais vraiment essayer de réfléchir sur, bon, qu'est-ce que j'en fais de ça, d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous unit au lieu de nous diviser? Huitième, donc, outil, les émotions fonctionnent par phase. Il faut l'avoir en tête, on en parle rarement. Il faut attendre en fait les fenêtres émotionnelles qui sont favorables. Par exemple, on a arrêté de bagarrer, on s'en va faire un repas. Ok, donc il y a baisse de régime, très bien. Ou alors on fait une pause café ou la pause cigarette, etc. C'est peut-être le moment, à ce moment-là, en fait, de passer à autre chose en disant bon, c'est normal que ça bagarre, hein. En revanche, je sais très bien que on essaye de trouver des solutions, on essaye de défendre nos opinions. C'est logique tout ça, mais on se respecte pour autant. C'est pas mal de choisir ces fenêtres-là. Neuvième outil, reconnaître les émotions qui sont visibles chez notre interlocuteur, par exemple, c'est de dire « je vois que vous êtes en colère ». Quand je fais ça,
en fait, ça permet d'éviter la surenchère de démonstration émotionnelle, donc l'escalade agressive. C'est important parce que si jamais vous reconnaissez que je suis en colère, j'ai plus besoin de monter en intensité. Je vais pouvoir me contenter maintenant puisque vous avez reconnu mon état, vous avez constaté que j'étais donc très en colère, ok, à ce moment-là, je vais pouvoir rentrer dans des explications en me calmant et donc en devenant, ce qui va me rendre service, beaucoup plus rationnel. Donc c'est très positif. N'hésitez pas à dire je vois que vous êtes contrarié, je vois que vous êtes en colère, ou je vois que vous êtes surpris, etc. Toutes ces émotions. Nouvel outil, 10e outil, une petite astuce de PNL, ok, programmation neurolinguistique. Changez de position. Votre corps, là, ok, vous êtes verrouillé, on appelle ça une empreinte cognitive, d'accord. Vous êtes verrouillé totalement, en fait, dans une posture négative qui est celle du conflit. Bien, elles doivent changer, ok. Vous vous mettez différemment, vous croisez les jambes, vous vous mettez légèrement de côté, etc. Peu importe, mais vous bougez. Vous bougez parce que ce changement de position, en fait, change l'état interne également. Voilà. On pourrait aller plus loin là-dedans. On a tous, par exemple, c'est toujours un registre de programmation neurolinguistique, ok, une posture d'excellence. Bon, ben, quand je suis en difficulté, quand j'ai quelqu'un qui m'impressionne, qui est hyper agressif, je peux prendre par exemple une posture d'excellence. Ça peut être donc, ok, pour me raffermir, ok, pour montrer que réellement je prends les choses donc à bras le corps, etc. Et je sais que je suis plus combatif dans cette posture-là. Très intéressant. 11e outil, reformuler. Reformuler les messages de la personne en face. Chacun doit véritablement prendre conscience de la manière dont nous interprétons ce qui est dit. Il faut être sûr en fait que l'on ne fait pas d'erreur de compréhension de ces informations. Sinon, il y a une illusion d'entente et à ce moment-là, on peut passer complètement à côté de notre sujet. 12e, on approche de la fin. Excusez-vous. Je vous assure, si vous avez fait une erreur ou une faute, excusez-vous. C'est l'un des premiers critères d'apaisement de la colère adverse. En revanche, ne le faites pas n'importe comment. Montrez-vous assertif. C'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, signalez un comportement adverse qui vous dérange. Être assertif, donc, c'est je dis les choses, ok, mais je les assume. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas une posture de fuite, c'est pas une posture de faiblesse, c'est une reconnaissance simplement intelligente de quelque chose. Bien. 13e outil, posez des questions ouvertes. Soyez un curieux, le curieux de service, ok. Faites préciser les pensées. Ça aidera à comprendre, bien sûr, mais ça donnera surtout l'impression à votre interlocuteur que vous vous intéressez vraiment à ses propos. Avant-dernier outil, ne soyez pas pressé. Utilisez les silences pour inciter l'autre à s'exprimer. Ok, il y a des silences qui sont pleins de sens. J'ai un silence curieux, j'attends l'explication, etc. Surtout, n'accélérez pas dans les phases finales de votre négociation, lorsque vous sentez que la victoire approche. C'est terrible. On fait tous cette erreur-là, donc il faut se freiner véritablement. Et puis, il faut laisser le temps à l'autre également de se résigner à son rythme. C'est très souvent douloureux. L'homme n'aime pas perdre. Quand j'avais quelqu'un qui devait se rendre, donc un forcené qui devait se rendre, je savais très bien que, alors que j'avais compris qu'il allait se rendre, il fallait que ça vienne de lui. Il fallait qu'il fasse ses petites affaires, etc., qu'il mette un petit peu d'ordre dans tout ça, qu'il ne cède pas tout de suite. Bon, mais très bien, très bien. Passons par ça. Au final, restez indulgent avec vous-même, avec les autres. Les situations de stress ou d'agressivité, ça provoque de nombreux dysfonctionnements. Parfois, vous serez bon, maîtrisant parfaitement en fait vos émotions. Parfois, vous vous emporterez inutilement. Alors, la gestion des conflits, faute d'entraînement, c'est souvent une loterie. Nous ne sommes malheureusement pas des super-héros. Donc, pour conclure, je vous dirais que j'évoquerai cette question de la nécessité en fait de débriefer vos négociations. On peut corriger ou gagner en efficacité avec de bonnes préparations, bien sûr. En amont, c'est très très important. La préparation est fondamentale. Avec des entraînements ciblés également, c'est très très efficace. En revanche, surtout, on peut gagner en efficacité si l'on fait de la pédagogie en sortie de nos négociations difficiles. Donc on doit faire notre retour d'expérience, on doit regarder objectivement ce qui a fonctionné, les soucis que l'on a eus, etc., les bonnes choses que l'on a mis en place ensemble. Bon, apprendre de nos réussites et de nos échecs
et la condition donc de la performance. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question de l'agressivité. J'espère que vous avez pu noter deux, trois petites choses pour votre boîte à outils. Alors, merci Ouais, je sais pas, Christophe. ça va. Merci Christophe, c'était super intéressant, c'était super complet. Moi, je retiens deux petits trucs avant de passer la parole aux questions. Un, tu as dit que le contexte pouvait être à l'origine de l'agressivité. Donc, je pense à tous les confinés en ce moment qui peuvent se retrouver face à des situations agressives qu'ils n'avaient pas prévues. C'est peut-être que le contexte, hein, c'est peut-être pas votre conjoint ou vos enfants. Et je retiens aussi un truc que tu as dit qui m'a paru super intéressant, parce que tu as parlé de l'agressivité physique, mais à un moment donné, tu as dit un ultimatum. Un ultimatum, ça Oui, peut être dit très calmement, mais c'est de l'agression en fait. tout à Et fait. on a déjà, tu le sais bien, on parle de on a déjà des clients qui reçoivent des coups de fil de leurs clients en leur disant bon, bah, si on veut continuer à travailler ensemble, il va falloir que vous fassiez un effort sur les prix. Ce qui est une agression quelque part, hein, de l'agressivité. Complètement, tu as raison. Simon, est-ce que tu nous rejoins pour quelques questions de nos. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci, un grand merci Christophe pour ces partages riches et hyper concrets. Il y a quelques questions du public et alors pour tous ceux qui nous écoutent, hein, vous pouvez poser vos questions. Il y a une fenêtre qui est dédiée. Une question qui nous dit quelle est selon vous la plus dure des agressivités à gérer? L'agressivité qui est préparée de l'ordre de la manipulation froide ou l'agressivité impulsive chaude? Indiscutablement, c'est la froide, parce que la personne a eu le temps, également l'habileté de construire quelque chose d'extrêmement blessant ou toxique. Donc c'est celle-là en fait qui est la plus difficile à gérer, celle qui est totalement maîtrisée par celui qui agresse. La chaude, on peut faire baisser la pression en fait, parce que tout simplement, lorsque l'interlocuteur réalise qu'il a été trop loin ou que ça n'aboutira pas, etc., il peut se calmer. Mais dans l'agressivité froide, elle est intelligente, intelligible, ok? Elle est redoutable, celle-là. Ça me faisait penser, tant que Simon cherche une question, tout à l'heure, tu disais, il y a des manipulateurs, donc ils font semblant d'être en colère pour te déstabiliser. Est-ce Oui. que si toi, ce qu'on appelle, les Anglais appellent call de bluff, si tu lui dis, attends, arrête ton cinéma, on a vu, est-ce que le fait d'être surpris, il peut pas justement devenir vraiment en colère à ce moment-là, tu vois, le fait que le manipulateur se Il voit deviendra dénoncer. en colère, mais il sera tellement ridicule que quelque part, on l'aura totalement donc annihilé. Par contre, il risque véritablement gâcher la négociation, la relation, hein. Ouais, Chercher à faire une fuite d'ailleurs par l'outrage. par l'outrage, ouais. Alors, il y a une autre question du public qui est est-ce que vous vous êtes déjà trompé, vous, Christophe, dans l'analyse de votre interlocuteur quant à sa réelle colère et à sa communication qui était biaisée? Je pense qu'il y a des gens qui sont super doués pour nous faire prendre les vessies pour les lanternes. Mais quand même, quand on a l'habitude de travailler sur la patte humaine, ok, un négociateur est formé pour ça, hein, 3 ans, et c'est devenu d'ailleurs un bac+5. C'est vous dire un petit peu à quel point c'est complet pour former un négociateur de crise. Euh, Lorsque j'ai mis en place tout ce processus donc universitaire pour aboutir à un savoir, à une formalisation des connaissances, l'efficacité, Frédéric le mentionnait, 80% de taux d'efficacité par la négociation dans les unités d'intervention. C'est-à-dire qu'on arrive en dernière intention opérationnelle et pourtant on a 80%. Si on a 80%, c'est que l'on a su très bien lire le comportement de la personne qui se trouve en face. Et alors, justement, une autre question, c'est et si l'interlocuteur ne veut pas négocier? C'est du monologue. Mais c'est une forme de négociation. On utilise d'ailleurs les négociateurs du RAID ou du GIGN, hein, parce que je salue également mes collègues de l'unité de gendarmerie. Eh bien, on est habitué, on est entraîné également à faire ce que l'on appelle donc une communication à l'aveugle. On sait très bien que la personne écoute, on sait très bien que ça l'impacte quand même, mais elle ne répond pas. Elle dit qu'elle ne veut pas négocier, mais malgré tout, avec nos propos, on fait ce que l'on appelle des ancrages. Et alors, une autre question qui nous touche particulièrement en ce moment, toutes les entreprises qui cherchent à maintenir leur développement commercial dans la période actuelle, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on gère un prospect qui nous répond au téléphone, vous n'avez pas honte de m'appeler en ce moment?
une forme d'agressivité assez courante par les temps qui courent. Bien sûr. La seule chose que l'on peut dire, en fait, c'est que demain, ça repart. Et pour que ça repart, il faut que l'on s'organise un tout petit peu. Et pour s'organiser un tout petit peu, il faut que l'on sache où l'on doit mettre nos priorités. Il faut que l'on sache quels sont les clients qui sont susceptibles d'être intéressés. Donc, c'est pas mal, en fait, d'être curieux de savoir si on recommence quelque chose avec ce prospect ou non. C'est pas mal non plus de savoir si un besoin est présent, parce que j'ai des réponses, j'ai des solutions, j'ai des choses à proposer. Donc, si ça se trouve, de manière très opportune, la personne en face pourrait dire: ah, écoutez, ça m'intéresse votre histoire, d'accord? Il faut qu'on se voit, ou envoyez-moi un document, etc. Donc, potentiellement, je peux rendre service. Bien sûr, je vais essuyer plein d'échecs. Et surtout, euh, on doit se dire que la personne qui se trouve en face et qui est agressive d'entrée de jeu, sans avoir aucune réserve, aucune, aucune prévenance à l'égard de celui qui se donne la peine d'appeler, qui fait son métier, hein, ok, cette personne-là, agressive, violente, est peut-être dans un état personnel, émotionnel, qui est terrible. On ne sait pas ce qui se passe pour elle. Si ça se trouve, son entreprise va couler. Si ça se trouve, demain, c'est terminé. Elle met la clé sous la porte, elle vire 30 personnes autour d'elle, etc. Donc, c'est peut-être une situation dramatique qui est en train de se jouer. Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas, chacun sa vision du monde, ne regardez pas forcément les choses à l'aune, en fait, de l'agression que vous subissez. Dites-vous bien que peut-être en face, il y a une situation très difficile. Et alors, une personne qui nous dit les négociations aujourd'hui se font beaucoup en conférence téléphonique, donc pas de vue sur l'autre. Est-ce que ça se gère de la même manière? Pas du tout. On pourra faire un webinaire là-dessus si vous voulez. Non, non, pas du tout. C'est une technique très à part. Je rentre Eh pas ben, plus dans les détails, sinon on va passer 3 heures dessus. Oui, il y a on va se perdre. On va se perdre. pas mal de questions. Une question sur la zone d'accord potentiel dont vous parliez tout à l'heure, Christophe. Quel conseil vous pourriez donner pour la déterminer, cette zone d'accord potentiel? Comment est-ce qu'on sait comment? Alors, il faut voir que la ZAP, ou ZOPA en anglais, Zone of Possible Agreement, eh bien, ça a une limite entre ce que moi je ne veux pas, par exemple, ce qui est non négociable, ou là où je veux m'arrêter parce que véritablement c'est mon prix de réserve, je ne peux pas aller plus loin, par exemple, je ne peux pas descendre en dessous, ok? Et ce que je veux. Eh bien, l'autre, il y a exactement la même chose. Ce qu'il ne veut pas et ce qu'il veut. Entre les deux, de ce que l'on veut, il y a un petit espace ou un grand espace. C'est ça la zone d'accord possible. C'est-à-dire des possibilités qu'au fond, il y ait quelque chose qui nous intéresse l'un et l'autre. Là aussi, c'est de la technique, hein. Alors, il y a une question intéressante, j'essaie de la retrouver. Sinon, toutes les questions étaient intéressantes, hein. Mais celle-là me paraît intéressante. Il y a beaucoup d'honnêteté. Pour une personne impulsive comme moi, quelle est la meilleure posture à adopter face à un agressif? Posez-vous la question de savoir s'il faut y aller, premièrement. Deuxièmement, c'est très intelligent de votre part d'avoir conscience que vous êtes quelqu'un d'impulsif. Donc, ça veut dire, faites un petit peu de méditation, faites du yoga, respirez à fond avant d'y aller, etc. Et sinon, prenez un chouchou, quoi, un truc où quand vous l'avez dans la main, vous vous dites, c'est bon, c'est mon mantra, je me calme, je ne prends pas l'agressivité pour moi, je suis là pour discuter, je suis là pour avancer, etc. Je veux faire quelque chose de positif. Donc voilà, quoi. Il y a plein d'astuces. C'est beaucoup de travail. Oui, c'est du travail, ouais. De l'entraînement, on l'a dit, hein. Ouais. Alors, il y a énormément de questions, hein, ça n'arrête plus de tomber, donc peut-être qu'on va, peut-être on peut en prendre une dernière. Euh, En attendant que tu la trouves, Simon, juste pour partager ça, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les techniques de renégociation en temps de crise, on montait un programme avec Christophe, donc envoyez-nous un mail parce que vous allez tous être dans des situations de renégociation dès que ça va reprendre, la sortie de confinement, il faut être clair. Il ne faut pas penser qu'on va tous être en mode offensif à rattraper le temps perdu.
on va tous être en mode défensif, à négocier les prix, les marges, les volumes, à renégocier les contrats qui ont été faits. Donc, il y a des techniques spécifiques. Et puis, négocier en visio aussi, qui est un programme intéressant parce qu'il y a aussi des apports spécifiques. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Simon, est-ce que tu as trouvé la question? Alors, une question amusante. Un sport pour canaliser nos émotions. Est-ce qu'il y a un sport en particulier à recommander pour devenir un meilleur négociateur et mieux canaliser ses émotions? Faites des échecs. Jouez aux échecs. C'est Ça peut une être très- boutade, hein, vous avez compris. Ça peut être très énervant, les échecs, comme le golf, ça dépend comment tu joues. Ok. Un grand merci, Christophe. Juste un petit détail, Simon. C'est loin d'être anodin, cette question. C'est vrai que quand on est un impulsif, on a tout intérêt à aller faire un petit footing avant ou une marche, ou aller à pied à notre rendez-vous, histoire de faire descendre un petit peu la pression. C'est très important. C'est une question d'équilibre, en fait, des masses. D'accord? Voilà. Si j'ai trop de tension et que je la conserve, j'arrive avec beaucoup de tension, ça éclate. Merci Christophe. Frédéric, je rebondis sur ta petite intervention pour dire que si le sujet de la préparation de la reprise est important pour vous et notamment l'accompagnement des managers dans des programmes de reprise, sachez que Incentive met en place pour plusieurs clients en ce moment des programmes d'animation des managers et des commerciaux pour bien appréhender la reprise et pour rassurer tout le monde. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter sur performance@incentive.com et on sera ravis d'en discuter avec vous. Génial. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Christophe. Vraiment, c'est super. Un grand bravo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la Et négociation. merci à tous pour votre fidélité, puisqu'on a atteint la limite des 500 du système de webinaire aujourd'hui. Donc, c'est Génial. Voilà. Ça marche. Merci à vous tous. Au revoir, bonne journée, bonne négociation. Bonne fin de journée. Bonne négociation à tous.